Alors, nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre qui va porter sur la diffraction. C'est peut-être le chapitre le plus important de ce cours d'optique ondulatoire. Et pour le commencer, on va parler un petit peu de l'aspect historique et on va évoquer les grands noms qui ont œuvré pour la diffraction. Alors, le premier à évoquer clairement la diffraction, c'est Grimaldi, un Italien, qui évoque dans son ouvrage Connaissances physiques sur la lumière, les couleurs et l'arc-en-ciel, un phénomène qu'il a remarqué lorsqu'il s'enferme dans une chambre obscure avec des petites ouvertures. Ce qu'il voit, c'est que sur un écran, quand il regarde la lumière qui passe à travers ces ouvertures, il voit des franges irisées en dehors du trajet normal prédit par l'optique géométrique. Donc du coup, ça l'amène à conclure que la lumière peut se propager suivant 4 modes différents. Donc pour lui, il y a la propagation directe du rayon lumineux, il y a la réfraction, il y a la réflexion. Donc pour l'instant, vous connaissez réfraction, réflexion, on a passé tout un chapitre à les expliquer. Et puis, il introduit un 4e mode de propagation qui est la diffraction. Donc, pour retrouver un petit peu ce qu'il pouvait observer, ici j'ai fait une simulation où j'ai pris différentes couleurs, j'en ai pris que 3, du rouge, du vert et du bleu, et j'ai regardé l'évolution du motif qu'on observe à travers une fine treffante en fonction de la distance de propagation. Donc j'ai représenté en haut les figures qu'on va avoir pour la tache bleue, la tache rouge, la tache verte. En haut, c'est en échelle linéaire et en bas, c'est en échelle verticale logarithmique, parce que je vous rappelle que l'œil est plutôt sensible aux teintes sur une échelle logarithmique. Donc l'animation que je vais jouer, ça va représenter l'évolution de ces différents paramètres en fonction de l'écartement qu'on a de la tâche. Et ce qu'on voit, c'est que les différentes couleurs ne réagissent pas de la même manière à l'écartement. On a des franges qui apparaissent. Donc, dans le cadre du chapitre, on décrira mathématiquement la forme qu'on obtient. Et on voit que la largeur, de manière générale, sera différente pour le bleu, le vert, le rouge. De manière générale, le bleu sera moins élargi que le rouge. Ça peut peut-être vous rappeler quelque chose qu'on a vu dans les interférences à ondes multiples avec le réseau de diffraction. Donc là, c'est la même animation où j'ai essayé de reconstituer l'image à travers le mélange de ces 3 couleurs. Donc en haut, c'est l'évolution directe sur l'écran et en bas, j'ai représenté l'évolution longitudinale. Et on voit bien ces différentes teintes qui apparaissent, qui se mélangent et qui donnent les franges irisées telles qu'a pu observer initialement le moine italien. Alors ensuite, une autre personne, cette fois-ci au XVIIe siècle, qui va fortement contribuer à la compréhension du phénomène de diffraction, c'est Huygens. Alors ce nom, il vous est pas forcément étranger, on a déjà parlé de Huygens, notamment à travers son interprétation qui utilise les fronts d'onde et qui considère, par exemple pour la réflexion, que la lumière donne lieu à des sources secondaires qui réémettent des ondes sphériques. On verra que ce type de compréhension de la lumière est aussi extrêmement pertinent lorsqu'il s'agit d'évoquer la diffraction. Newton s'intéresse aussi aux couleurs. Dans son traité optique, il y a toute une partie qui est dédiée vraiment à l'analyse de la couleur et c'est le premier à parler du spectre de la lumière. Un autre contributeur important à ces différentes études, c'est Thomas Young. On en a déjà parlé lorsqu'on a traité le phénomène d'interférence à travers les trous ou les fentes de Young. Donc Thomas Young, c'est un Anglais à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Et l'autre personne majeure de la diffraction, c'est un Français, c'est Augustin Fresnel. Alors, Augustin Fresnel, vous voyez, c'est vraiment la même période que Young, sauf qu'il ne connaissait pas les travaux de son collègue britannique, parce que c'était la période où il y avait blocus de l'Angleterre. Donc il a développé, on pense de manière totalement indépendante, ces différentes recherches. Donc Augustin Fresnel, on l'a croisé à travers les formules de Fresnel, à travers déjà beaucoup de choses, à travers les intégrales de Fresnel, on le recroisera lors du chapitre de la polarisation, donc un acteur majeur de tout ce qui est optique ondulatoire. Et Augustin Fresnel, il a publié sa principale contribution dans un mémoire qui s'est vu récompensé en 1819 par le Grand Prix des sciences mathématiques qui venait d'être lancé par l'Académie des sciences. Donc celui qui a donné des bases beaucoup plus mathématiques, beaucoup plus fondamentales à la compréhension de ces différentes figures qu'on pouvait observer lorsque la lumière passait par un orifice limité. Il faut voir, à cet âge-là, 1819, regardez, il n'était pas très vieux. D'ailleurs, quand on regarde les dates de naissance, les dates de décès, on voit qu'il a eu une vie courte et pourtant extrêmement dense en recherche et en invention, et pas seulement dans le domaine de l'optique. Il a vraiment des contributions majeures. Eh bien. Point lumineux. Donc entre Poisson et Arago, c'est Poisson qui avait tort, et Arago, à travers l'expérience, a montré que Fresnel avait raison. Donc ça, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle un experimentum crucis, c'est l'expérience qui permet de valider l'hypothèse mathématique et l'hypothèse théorique. Donc ici, une photo, cette fois-ci expérimentale, d'une tâche qui désormais s'appelle tâche d'Arago. Donc derrière un objet opaque, on observe ici une tache lumineuse qui est très nette, qui est claire. Là, c'est l'évolution longitudinale. Eh bien, si on faisait une coupe du faisceau lumineux, on voit qu'au centre, on a ce point lumineux très intense. Donc, dernier contributeur que je mentionnerai, c'est Fraunhofer. Quand on regarde ses dates de naissance, on voit qu'il a quasiment le même âge que Fresnel, et lui aussi a vécu à la même période, pas dans un même pays, lui c'était de l'autre côté du Rhin, et il est mort lui aussi très jeune. Alors Fraunhofer, lui, il a énormément contribué à tout ce qui était spectroscopie, et c'est notamment lui qui a permis de faire des enregistrements très précis du spectre du Soleil. Donc Fraunhofer, c'est un nom qui garde une très grande aura au niveau de l'Allemagne. Par exemple, tous les instituts qui sont dédiés à la valorisation de la physique sont des instituts Fraunhofer.